Le journal Le Monde s'attaque encore une fois au Maroc. Alors que l'attaque Pegasus est tombée à l'eau, voilà plus d'un an que ni le journal Le Monde, ni les 17 autres médias, encore moins Amnesty International, n'ont pu apporter des preuves évidentes pour soutenir leurs allégations. Lesquelles allégations seraient que le Maroc aurait, moyennant le logiciel Pegasus, fourni par la société israélienne NSO, infiltré des téléphones portables pour but d'espionner des chefs d'État et des ministres européens, tels qu'Emmanuel Macron, Pedro Sanchez ou encore Jean Castex, qui a lui-même démenti au sein de l'hémicycle français toute intrusion marocaine visant son téléphone portable. D'autres personnalités, citées par cette pseudo-enquête, avaient tout simplement demandé à ce que leur nom soit retiré de cette dite liste de personnes espionnées. Pourquoi ? C'est bien simple. La question est: comment ces chercheurs du Citizen Lab, qui ont mené la dite enquête au profit d'Amnesty International, ont pu vérifier si oui ou non tel téléphone ou tel autre fut infecté alors que le laboratoire en question n'y avait pas accès? Ont-ils eu accès au téléphone portable d'Emmanuel Macron, de Pedro Sanchez? Les renseignements ou les services sécuritaires français ou espagnols auraient-ils permis à leurs présidents respectifs de mettre leur téléphone portable dans les mains d'un laboratoire d'une université canadienne, en l'occurrence celle de Toronto? Plus que cela, NSO Group, l'auteur du logiciel en question, avait clairement annoncé que le Maroc ne disposait pas du logiciel Pegasus. Par contre, il est important de le noter, 12 pays sur 27 de l'Union européenne disposent bel et bien du logiciel Pegasus. Bien sûr, après cette révélation, ce consortium de journalistes, qui compte entre autres le journal Le Monde, Mediapart, fait la sourde oreille. Puis, on remarque bien, et c'est mon sentiment, que les médias français n'ont pas eu cette même ferveur, cette même agressivité lorsqu'il était question des révélations Wikileaks de par Julian Assange, lequel Julian Assange, je le rappelle, fut arrêté par l'Angleterre en quittant la France, livré par l'Angleterre aux États-Unis. Julian Assange avait dénoncé, outre les atrocités commises par les États-Unis en Afghanistan et en Irak, les écoutes téléphoniques initiées par les services américains sur Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel. Wikileaks qui aurait de même dénoncé l'influence des États-Unis sur les décisions de la Banque centrale européenne, son influence sur les élections en France, de même que l'espionnage économique relatif aux sous-marins français. Soulignons que la connaissance ou technologie requise pour la conception d'un sous-marin est nettement supérieure à celle d'une fusée. Alors, une question pour ce consortium de médias. Pourrait-il, au-delà de nous prouver cette intrusion entre guillemets marocaine qui aurait permis des écoutes téléphoniques de personnalités haut placées, de nous dire en quoi ces écoutes-là, s'ils ont eu lieu, nous étaient profitables? En quoi ça nous aurait avancé, tout en sachant, et ne soyons pas naïfs, que tout pays a son service de renseignement extérieur ou de documentation, dont le but est d'avoir des informations concernant son voisin ou son lointain. Iriez-vous, et peut-être que ça ne vous est pas venu en tête, je parle ici du journal Le Monde ou Mediapart, iriez-vous donc jusqu'à établir un lien quelconque entre ces écoutes téléphoniques tombées à l'eau, que vous n'osez plus évoquer, et ce que vous appelez de vos mots le scandale du Parlement européen, qui aurait, et je tombe de ma chaise, concerné selon le journal Le Monde, plus le Maroc que le Qatar? Voilà ce que dit texto le journal Le Monde. J'ouvre les guillemets. Au départ, l'enquête mettant aujourd'hui en cause le Qatar aurait en réalité concerné le Maroc. Le ministre ne l'a pas cité nommément, mais il a sous-entendu que ce pays aurait tenté d'influer sur les droits de pêche. Je ferme les guillemets. Je citerai un passage de Coluche qui moquait les journalistes et qui disait, j'ouvre les guillemets, « Quand on ne sait pas plus que cela, on doit fermer sa gueule ». Je ferme les guillemets et je m'excuse du terme. De même, nous avons Mediapart qui dit que le Parlement européen aurait ménagé le Maroc lors de sa séance de vote jeudi dernier, laquelle séance aurait condamné fortement le Qatar, mais pas le Maroc. Le Maroc d'ailleurs, qui n'est cité nommément ni par le ministre de la Justice, ni par le parquet, ni par la présidente du Parlement européen elle-même. Alors, et ça peut vous faire un article de plus, le Maroc aurait-il usé du logiciel Pegasus pour mettre sous écoute les députés européens, savoir qui serait corruptible ou pas, connaître les dispositions de chacun pour le dossier relatif aux accords de pêche? Ne vous êtes-vous pas posé la question, vous journal Le Monde, vous Mediapart,
Pourquoi justement ni le ministre de la Justice ni la présidente du Parlement européen n'ont cité nommément le Maroc? Je vais vous le dire, car s'agissant de cet accord de pêche, le Maroc n'est pas seul. De l'autre côté, il y a l'Europe. Pour ne citer que la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, la Pologne, et j'en passe. Pourquoi alors viser le Maroc en premier? Pourquoi est-ce le Maroc qui aurait, entre guillemets, corrompu ses députés et non pas l'Europe? Question purement logique. D'autant plus que qui dit Parlement européen dit députés élus au suffrage universel, tout ce qu'il y a de démocratique, et que ces députés font partie de partis politiques qui ne sont pas donc libres de toute initiative, qui obéissent aux orientations de leurs partis respectifs. De plus, le Parlement européen n'a que le pouvoir consultatif et non exécutif. Ce Parlement européen, qui n'a pas l'initiative législative, ne produit donc ni propose de loi, vote des textes qui lui sont soumis par la Commission européenne avec ses 705 députés, déjà beaucoup de monde à corrompre, n'est-ce pas? Tant qu'on y est, peut-être faudrait-il penser à corrompre aussi la Commission européenne qui a, elle, le pouvoir exécutif, car le Parlement européen a beau voter une loi ou une résolution, celle-ci ne sera effective qu'après le bon vouloir de la Commission européenne, laquelle commission comporte des membres désignés directement par les chefs d'État. Donc, moins d'intermédiaires à convaincre. Cette commission qui a l'initiative législative, qui fait donc des lois, qui veille sur l'intérêt général de l'Europe, qui veille sur la préservation des ressources de la mer, tiens, ça nous concerne davantage, l'application ou pas de ces mêmes lois votées par le Parlement européen, etc. Ou pourquoi pas corrompre carrément le Conseil de l'Europe, traiter directement avec les chefs d'État. Ceci n'est pas une invitation à la corruption, mais une invitation à faire le distinguo entre le lobbying et la corruption. Le lobbying, qui je le rappelle, n'est pas illégal. Il me semble qu'il est requis des députés européens d'inscrire le nom de la personne ou le groupe d'influence avec qui ils rentrent en contact sur ce qu'ils appellent le registre de transparence. Mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être bien que dorénavant, cela ferait partie du paquet de réformes dont a parlé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Puis ce n'est pas parce que M. Panzeri, eurodéputé italien, aurait de bonnes relations avec notre ex-ambassadeur marocain en Pologne qu'automatiquement cet argent trouvé chez lui proviendrait du Maroc. Attention au raccourci. Pour revenir au ministre de la Justice belge, d'abord je suppose que c'est au juge de se prononcer dans cette affaire, mais le ministre de la Justice belge a bien dit ceci. J'ouvre les guillemets. Les intérêts peuvent être légion, pour n'en citer qu'un, les droits de pêche. Dans ce dossier, il pourrait s'agir d'une immixtion par corruption. Ce sont des charges extrêmement sérieuses. Je ferme les guillemets. Remarquez d'abord le conditionnel, le Maroc pas nommé. Pourquoi cette corruption, si elle eut lieu, serait d'initiative marocaine et non européenne? D'abord, j'explique une chose. Cet accord de pêche poserait problème car il inclurait le Sahara marocain et que 90% de la pêche provient de nos régions du sud. Prenant le cas de 2018, l'entité du Polisario a fait recours devant la Cour européenne de justice, a fait valoir le fait que le territoire serait contesté, serait devant les instances de l'ONU qui devraient statuer sur son sort, qui devrait donc être retiré de l'accord. Le jugement lui fut favorable. Bon. La Cour européenne requérait à ce que soit mentionné Sahara occidental, qui est consultation de la population sur place. La chose fut faite par un eurodéputé français. La consultation nous fut favorable. L'Union européenne a même rajouté que cet accord soit profitable à la population sahraoui. L'accord fut voté. La Cour européenne, qui juge que le fait que le Sahara soit administré par le Maroc n'est pas suffisant pour rendre irrecevable le recours du Polisario, qui oppose son refus de principe au bout de les consultations. Bref, de sempiternels recours qui tombent à l'eau vu la détermination de l'Union européenne et du Maroc à reconduire leurs accords et de pêche et d'agriculture. Aussi, au vu de l'implacable résolution marocaine à ne céder ne serait-ce qu'un grain de sable de son Sahara marocain. Dans un cas extrême, des négociations d'État à État feraient l'affaire, passant outre cette entité supranationale qui est l'Union européenne. Autre point, croyez-vous que nos amis européens seraient complètement tarés, et je m'excuse du terme, pour traiter avec le Polisario, négocier cet accord de pêche avec des milliards d'euros? Des milliards qui seraient détournés par ce même Polisario, de même que ce fut le cas pour les aides humanitaires.
ou ces aides octroyées par l'Afrique du Sud pour soi-disant mettre sur pied une université. Une fois sur place, les envoyés de l'Afrique du Sud se sont eux-mêmes rendus compte de la supercherie, sans parler de potentiels crimes organisés et terroristes. Enfin, hypothèse à part, les États traitent avec les États.